Alors, Alessandra, Daniel, pouvez-vous vous présenter brièvement chacun votre parcours d'écriture? Alors, je vais laisser Daniel Oui. commencer. Bon, j'ai commencé. J'ai commencé par des généralités. Je viendrai au parcours d'écriture un peu après. Alors, en généralité, on peut dire je suis un homme comme un autre, un homme moyen. J'aime bien draguer les femmes. Draguer comme on va à la pêche pour ramasser une femme pour assouvir ses pulsions. Je tiens d'ailleurs mon tableau de chasse, son expression qui m'a été apprise dans l'émission de TF1 Les 12 coups de midi, tableau de chasse où je fais la liste des femmes qui ont été mes proies, c'est-à-dire de mes conquêtes féminines. Qu'est-ce que je peux dire encore? Ah ben, je suis un homme, oui, parfois, pas trop souvent, mais de temps en temps, je fais des plans. Je complète pas. C'est point. Je dis pas, je prononce pas le nom, mais chacun comprendra. Bon, et il faut dire aussi qu'en tant qu'homme, évidemment, je suis pas comme les pauvres femmes, c'est-à-dire j'ai des je suis bien pourvu dans ce domaine, ce qui fait que j'ai bien du courage et je fais beaucoup de choses. Bon, voilà comme généralité, d'accord, ça vous va? Alors maintenant, je passe aux choses sérieuses. Bon, alors je suis supposé me présenter, c'est ça? Alors donc j'ai fait une carrière scientifique au cours de laquelle j'ai produit un certain nombre d'œuvres scientifiques. Certains de mes travaux se trouvent aujourd'hui dans les livres de mathématiques. À la fin de ma carrière, j'ai présidé plusieurs grandes conférences scientifiques internationales. Ça, c'était jusqu'en du début des années 2000. Grande conférence internationale, donc en physique statistique, en physique mathématique, etc. Et conférences internationales qui ont eu lieu à l'UNESCO. On occupait tout le centre de l'UNESCO, avec beaucoup de sessions parallèles. Il y avait à chaque fois entre 1000 et 2000 personnes. Voyons, qu'est-ce que je peux vous dire encore sur ma carrière scientifique? Bon, voilà. Alors, donc ça a duré jusqu'environ l'an 2000. Après l'an 2000, donc j'étais à la retraite, étant donné mon âge actuel. Et donc après ma retraite, je me suis investi dans un autre sujet qui m'intéressait aussi. Oui, j'ai oublié de dire, tout ça, j'avais fait l'école polytechnique comme étude. Et donc après ma retraite, donc à partir des années 2000, je me suis investi dans un autre domaine qui sont les questions du droit international, de la guerre et de la paix. C'est un domaine dans lequel j'ai organisé un certain nombre de colloques où il y a eu des personnalités de haut niveau qui ont participé. Et j'ai publié donc d'une part un certain nombre de comptes rendus de ces conférences, ces colloques, et d'autre part j'ai écrit moi-même un certain nombre de livres dans ce domaine. Voilà. Ça a duré jusqu'à récemment. Mon dernier livre dans ce domaine, c'était un livre qui est affiché, qui est ici, sur la question d'Ukraine, qui a été écrit en 2022, quelle solution pour la guerre en Ukraine, où j'ai proposé une solution originale. Enfin, malheureusement, les participants ne voulaient pas faire la paix, et la guerre a continué, comme vous le savez, et continue encore de nos jours. Alors maintenant, et en dernier point, donc à partir de 2021, j'ai été amené à m'intéresser à un autre sujet, qui est le problème des relations entre les hommes et les femmes, à la suite de tous les affaires que nous connaissons, et en particulier en ce qui me concerne de l'affaire PPDA, puisqu'il s'est trouvé que j'ai été mécène, à la demande d'Alessandra, d'un nouveau prix littéraire, le prix du temps retrouvé, qui d'ailleurs aujourd'hui en est 2025. C'est un prix qui a d'ailleurs qui a débuté en 2020, qui a pris son essor. Bon, mais ça c'était donc en 2020. Et PPDA était président du jury, ce qui à l'époque semblait très bien pour tout le monde. Personnellement, j'étais pas du tout au courant, en aucune sorte, des affaires de PPDA avec les femmes. En 2021, il s'est passé ce que vous savez, et donc j'ai été, bien malgré moi, directement impliqué dans l'affaire PPDA, et ça m'a amené à m'intéresser de près, d'un point de vue extérieur. Je ne suis ni pro-féministe ni anti-féministe. Je regarde les choses d'un point de vue externe. Et j'ai été amené à m'intéresser donc aux questions, à toutes ces questions.
Et j'ai écrit en particulier un dernier livre sur le sujet, un premier et un deuxième qui vient de sortir, qui s'appelle Ombre et Espoir, qui traite des différents cas, PPDA, Depardieu, l'abbé Pierre, etc. Et dans lequel j'analyse, je présente les faits, j'analyse les témoignages et je présente mes conclusions. Voilà ce que je peux dire. On va passer la parole à notre... Alors, sur la première partie où j'ai raconté mes histoires de drague, j'espère que tout le monde aura compris que c'est quelque chose que je dénonce. Et il s'agit pour moi, tout le langage que j'ai employé, la drague, le tableau de chasse, les conquêtes féminines, les proies, comme si les femmes étaient des proies, tout ça, c'est quelque chose c'est une mentalité que j'ai toujours dénoncée, ça date pas d'aujourd'hui, que j'ai toujours dénoncée depuis des dizaines d'années. Hein. Voilà. Et donc j'espère que tout le monde aura compris. Et je pense d'ailleurs qu'un des problèmes essentiels aujourd'hui, c'est les mentalités des hommes qui doivent évoluer, ce qui est difficile. Ce qui est difficile parce que le désir sexuel est très fort dans l'espèce humaine depuis l'origine, ce qui au départ était un avantage pour l'espèce humaine, pour sa survie et son développement dans un environnement hostile, et qui évidemment, avec l'évolution, et en arrivant en particulier aujourd'hui, pose évidemment des problèmes très importants. Voilà, de mon côté, c'est un peu comme Daniel, j'ai une formation scientifique, donc j'ai fait des études en finance, économie, rien ne me destinait à aller vers le livre, mais j'ai une passion depuis toujours pour l'écriture qui m'a énormément aidé à comprendre l'environnement, à exprimer mes sentiments et analyser le réel. Donc c'est ce que je fais depuis un très jeune âge. Et donc j'ai commencé par écrire des fictions très jeune et j'ai écrit un premier roman. Et c'est comme ça que j'ai commencé à m'intéresser au monde de l'édition aussi, où j'ai travaillé pendant 15 ans. Et je continue bien sûr à écrire, donc au début des romans, de nombreux romans inspirés aussi de mes expériences. Donc à commencer par Un suicide qui a été publié en 2007, qui a reçu le prix Contrepoint de littérature. Tu peux donc il est là, voilà, Un suicide. Et c'était inspiré effectivement de ma rencontre avec PPDA qui avait eu lieu en 2005. Donc j'y raconte aussi cette histoire, mais sous forme romancée. Et après, j'ai enchaîné avec plusieurs romans. Donc les deux derniers, c'était La nostalgie du crépuscule et Folle vie. Et après, avec un témoignage, puisque je me suis orientée vers ce genre pour une histoire spécifique, l'affaire PPDA. Parce que là, il était plus question d'en faire une version romancée. J'avais vraiment envie de raconter dans le détail, en fait, toutes mes expériences sur 20 ans, de 2005 à 2023, donc presque 20 ans. Et il faut savoir que je tiens aussi des cahiers, donc où je raconte toutes mes expériences marquantes. Et depuis plus de 20 ans, je tiens ces cahiers. Et il y en a plus d'une soixantaine aujourd'hui, donc j'avais gardé l'ensemble des dialogues de ces expériences et je trouvais que ça apportait un éclairage important sur cette affaire, l'affaire PPDA. Donc avec Daniel, on s'est connus effectivement grâce à l'écriture, qui est un leitmotiv dans ma vie, mais l'affaire PPDA ces dernières années, c'est vrai, a occupé notre champ de réflexion et on s'est intéressé à ces affaires et à l'évolution de la loi et nos derniers livres en témoignent. Que représentait PPDA pour vous avant les révélations ? Pour moi, PPDA, je n'admirais pas profondément PPDA. Enfin, je le respectais en tant que journaliste réputé, bien qu'en tant que journaliste, il ait fait des erreurs aussi. Mais enfin, quand même, messieurs dit, j'étais quand même un très bon journaliste. En tant que journaliste, PPDA est d'ailleurs aussi un écrivain. Il a écrit un certain nombre de livres, mais je n'avais pas lu ses livres. Donc voilà. Pour moi, c'était une figure de mon adolescence, de ma jeunesse en fait, parce que je l'ai connu personnellement. Donc, j'avais pas l'image de la personne connue, parce que je le connaissais. Je connaissais sa facette sombre en fait depuis 20 ans. Donc, pour moi, il représentait pas ce qu'il pouvait représenter pour d'autres qui ne le connaissaient pas. Moi, j'avais déjà vu son côté sombre, voilà. Donc, c'était pas le même regard que je portais sur ce personnage. Comment avez-vous vécu l'effondrement médiatique
de cette figure emblématique? Écoutez, moi j'ai été assez réservé parce que l'affaire PPDA, on a attaqué violemment un homme. Et je pense, personnellement, ça me plaît pas trop, d'attaquer un homme. En fait, PPDA représente ce qui s'est passé pendant une certaine période de notre histoire, où il y avait l'idée de la libération sexuelle qui s'est développée, qui fait que certains hommes pensaient qu'ils pouvaient y aller sans problème avec les femmes. Ça dit PPDA. Quand j'ai été amené à m'intéresser à l'affaire, j'ai lu avec énormément de soin tous les témoignages qui ont été publiés en 2021 sur le cas PPDA. Et j'ai remarqué deux choses. D'abord que, effectivement, soit les femmes avaient dit non à PPDA, quand PPDA avait tenté faire des choses avec elles. Les PPDA, quand les femmes disaient non, ils renonçaient. Alors, malheureusement, il y a un deuxième cas où beaucoup de femmes se sont laissées faire. Et ils disent qu'elles l'ont profondément regretté par la suite et que cela les a traumatisées, enfin certaines le disent, pendant très longtemps. En vérité, ce qu'elles disent, et je crois que c'est en grande partie vrai, c'est qu'elles ont agi sous ce qu'on appelle sous sidération. Alors la sidération est un fait auquel les gens s'intéressent maintenant de plus en plus, mais dans ce domaine, Alessandra et moi avons été un peu précurseurs, parce que dès 2021-2022, nous avons étudié cette affaire de la sidération avec beaucoup de soin. La sidération, c'est dans certaines conditions, il peut y avoir un phénomène physiologique qui entraîne une paralysie mentale. Et c'est ce que disent ces femmes-là. Une femme dit par un témoignage, c'est mon corps était là et faisait ce qu'on lui demande, et mon esprit était ailleurs. Il y avait une dissociation. Et c'est effectivement quelque chose qui peut exister d'un point de vue physiologique, d'un point de vue médical. Donc, il y avait un double aspect dans l'affaire PPDA. D'une part, moi, j'ai toujours pensé que la manière dont il procédait était très condamnable. La rapidité avec laquelle il passait à l'acte, après peu de préliminaires, etc. Donc, j'ai toujours pensé. En même temps, quand une femme disait non, il s'arrêtait. Et la sidération était un fait qui était quand même pas très connu à l'époque. Alors je pense que PPDA, à mon avis, est coupable s'il savait que les femmes se laissaient faire sous sidération, mais ce n'est pas évident. Et moi, je ne sais pas ce qu'en pense Alessandra, mais pour moi, ce n'est pas évident. Donc pour moi, en tout cas, bon, j'ai laissé parler. Donc j'avais un point de vue plus réservé, et en même temps, j'accusais PPDA, mais je n'ai jamais parlé à l'époque, et je ne parle toujours pas d'ailleurs de crime, de viol, parce que selon la loi, on va y revenir, je pense, probablement plus tard, mais selon la loi, il n'était pas évident de parler de viol, sauf si PPDA était conscient que des femmes se laissaient faire sous sidération, mais ce qui n'est pas évident, parce que il y a 1 millier de femmes qui sont passées entre les mains de PPDA pendant des dizaines d'années. Et la plupart étaient soit consentantes, soit ça leur posait pas de problème particulier. Donc moi, je n'ai pas voulu accuser PPDA, et je n'accuse toujours pas PPDA d'avoir commis des crimes de viol. De mon côté, en fait, l'affaire PPDA, je l'ai vécu l'effondrement de la figure PPDA, je l'ai vécu aussi comme un nouveau regard de la société, parce que pour moi, le monde littéraire le couvrait pleinement depuis 20 ans. Enfin, j'avais vu ses agissements, je l'avais vu à l'œuvre. Pour moi, il y avait une forme de complicité de tout le milieu, que ce soit chez TF1 ou que ce soit dans la littérature. Tout le monde était un peu au courant, enfin, à certains degrés différents, bien sûr, mais tout le monde savait que, voilà, quand il y avait une invitation au journal de 20h, c'était suivi de propositions, en tout cas, et il y avait des rires étouffés par rapport à ces situations, y compris chez les éditeurs. Et donc, l'effondrement, ça a été aussi comme quelque chose que personne ne voulait dire, de tabou, qui est venu au grand jour. Et je pense que ça a joué un grand rôle aussi dans mon regard sur l'affaire, parce que j'ai pas jugé la personne, j'ai jugé aussi une époque, et une époque qui tout d'un coup se montre choquée
alors qu'elle savait avant et qui juge aujourd'hui selon les critères d'aujourd'hui, alors que ces agissements ont eu lieu à des périodes dans le passé où c'était admis. Donc il y a une co-responsabilité aussi d'autres personnes qui ont couvert par leur silence, ils regardaient ailleurs ou ils disaient rien, ou ils rigolaient parce qu'il y avait beaucoup de ça aussi. Donc ça, c'est ce dont je témoigne aussi dans mon livre PPDA et moi, c'est de toute cette époque. Et je pense que dans l'effondrement du personnage, il y a aussi un rejet d'une époque, cette époque où les figures d'autorité, les figures de pouvoir étaient autorisées à abuser en fait de telle façon à promouvoir ensuite des jeunes auteurs. Et il y avait un silence et une approbation finalement du milieu. Je rajouterais que c'est d'ailleurs ce silence du milieu s'est retrouvé de la même façon dans les deux affaires suivantes, qui ont été l'affaire Depardieu puis d'Abbé Pierre. Depardieu se comportait de manière grossière vis-à-vis des femmes, ce qui a été fait à différentes époques, mais quand on en parlait aux gens qui étaient avec lui, dans le milieu du cinéma, les gens répondaient « c'est Gérard ». Donc c'est Gérard, bon, c'est acceptable. Bon, l'affaire d'Abbé Pierre est différente, est un peu différente, parce que l'abbé Pierre a voulu toujours toute sa vie résister à ses pulsions, mais il n'a pas réussi. Et donc il a commis beaucoup d'attouchements, voire plus. Mais là aussi, dans les trois cas qu'on vient de citer, la situation est la même. Les femmes, soit ne se sont pas laissées faire, donc soit l'un, PPDA, ou les deux autres ont arrêté, soit ils se sont laissés faire, soit ils se sont laissés faire sous sidération. Il y a par exemple dans le cas d'Abbé Pierre, qui moi me touche particulièrement, vu quand même que l'abbé Pierre par ailleurs a été un immense personnage au service des plus démunis, mais donc c'est une affaire qui me touche plus particulièrement. Mais une des femmes, par exemple, un témoignage d'une femme qui s'est laissée faire par Depardieu, c'est une femme qui a dit « mais moi quand les hommes m'embêtent, moi je sais me défendre ». Seulement dans le cas de l'abbé Pierre, je parle d'abbé Pierre. Dans le cas d'abbé Pierre, qu'est-ce que je fasse? C'était Dieu qui me faisait ça. Bon, voilà. Donc. Oui, et puis il y avait une aura à l'époque des figures d'autorité. Enfin, ces figures, elles avaient beaucoup plus d'aura qu'aujourd'hui même, parce que il n'y avait pas le même rapport. Il y avait la télévision qui était le canal principal d'audience, voilà. Donc l'abbé Pierre, c'était une figure qui avait un prestige énorme, et donc les femmes, c'est vrai qu'elles étaient vraiment intimidées, et il y avait toute une série de femmes autour de ces hommes réunis, voilà. Oui. Cela dit, là il s'agit de cas particuliers qui sont typiques, très typiques d'une époque, en particulier d'une époque, comme Alessandra l'a signalé, c'est typique d'une époque. Cela dit, ça déborde les cas particuliers. Parce que quand j'ai commencé ma réponse à la première question que vous aviez posée, eh bien, il y a des mentalités, c'était des mentalités qui existaient dans le monde en général. Ouais. C'est des mentalités qui, à mon avis, et c'est le plus important d'ailleurs, plutôt que la loi, c'est les mentalités qui doivent changer. L'évolution des mentalités. Et c'est pas facile, mais ça doit changer. Et je pense que ces affaires-là et ces témoignages contribuent à l'évolution des mentalités. Ce qui est très important, de dire les choses vraiment comme elles se sont, enfin de raconter comment elles se sont passées, même dans les détails parfois, pour montrer en fait les mécanismes. C'est très important. Dans ce contexte, pensez-vous qu'on peut encore admirer quelqu'un? Est-ce qu'il faut dissocier l'homme, l'artiste, de son œuvre? Bon, moi j'ai déjà un peu répondu à cette question. Pour moi, enfin, je donne mon avis personnel. Moi je pense que oui. Je pense qu'on doit être capable de dissocier. J'ai parlé d'Abbé Pierre. Il faut dissocier tout le bien qu'il a fait. Même Depardieu, c'est quand même un grand artiste. Moi, j'ai jamais beaucoup aimé Depardieu en tant qu'artiste. Enfin, il est quand même très réputé. Donc, pour moi, il faut quand même arriver à dissocier. Ce qui veut pas dire qu'il faut pardonner ce qui est de mal qui a été fait. C'est pas ça que je dis. Je pense qu'Alessandra ne dira pas non plus. Non, je suis d'accord. Il faut pas occulter. Après, il faut aussi remettre dans le contexte, parce que ces figures, elles ont eu ces agissements, ces comportements à des moments où c'était toléré parfois. Donc,
c'est pas la même chose si ça avait lieu aujourd'hui ou si ça a eu lieu il y a 20 ans, c'est pas la même chose. Et de juger aujourd'hui à l'aune de nos nouvelles prises de conscience ces personnages, c'est parfois un peu injuste. C'est pour ça que on peut pas bannir des figures ou leur œuvre de notre point de vue actuel sans se remettre dans le contexte de l'époque et aussi voir à quel point le milieu cautionnait tout ça. Et du point de vue de la loi, comment jugez-vous l'évolution du droit en matière de consentement, de violence sexuelle ces dernières années? Je vais répondre. Oui. Oui, alors moi, et en particulier dans mon dernier livre, là, j'étudie, il y a la première partie, de manière précise, la question de la loi. Le problème, alors, la loi, vous avez probablement entendu parler, nous le savions, c'était quelque chose qui couvait depuis déjà un certain temps, mais il y a tout récemment, il y a je crois 15 jours, non 15 jours, a été déposé à l'Assemblée nationale un projet de loi pour changer la loi. Auparavant, la loi, en gros, disait 3 choses, et disait premièrement que si un homme commence à faire des mouvements, des gestes auprès d'une femme, c'était pas interdit. La loi actuelle ne l'interdisait pas. Mais il disait qu'évidemment, si un homme commence à faire des gestes déplacés vis-à-vis d'une femme, qu'elle dit non et que l'homme continue, là, il est coupable selon la loi. Ça, c'est le premier cas. Et puis, il y a 2 autres cas où l'homme est coupable, même si la femme s'est laissée faire. C'est les cas où la femme était dans l'incapacité. C'était la femme où il y avait une contrainte morale. Bon, dans le premier cas, il y a évidemment la violence physique, c'est le premier cas. Mais le deuxième cas, c'est le cas d'une contrainte morale éventuelle. Par exemple, un supérieur envers une subordonnée, ainsi de suite. Et le troisième cas, c'est qui était aussi déjà dans la loi, c'est où une femme est incapable de réagir, était dans l'incapacité de réagir. Cela dit, les cas d'incapacité de réagir qui étaient admis et qui étaient dans la jurisprudence, c'était pas jusqu'à tout récemment, et encore maintenant, ce n'était pas la sidération. C'était les cas où, par exemple, elle était ivre, elle était droguée, ivre, ou alors elle était malade, elle était vulnérable à cause de son état physique, etc. Ces cas-là, c'était condamnable. Mais le cas de sidération était un cas qui n'était pas dans la loi. Et il y a, je sais pas, 15 jours, 3 semaines, un projet de loi a été déposé à l'Assemblée nationale, qui devra être revu par le Sénat, etc., avant d'être approuvé complètement. Et ce projet de loi demande qu'on inclue explicitement la notion de consentement. Oui. Alors, dans la loi telle qu'elle existait, telle que j'ai décrite, le consentement, la notion de consentement y était déjà. Puisque si une femme disait non et que l'homme continuait, ou si elle agissait, elle était incapable de réagir, il n'y avait pas vraiment consentement. Mais dans la loi, il n'était pas écrit qu'on devait avoir le consentement explicite de la femme avant tout acte sexuel. Ils avaient quand même changé, tu avais dit, le texte, parce qu'ils avaient rajouté une phrase en disant que ils demandaient à ce que la femme dise il suffit que la victime n'ait pas donné son consentement ou n'ait pas été en état de donner une réponse claire. C'est ça. Ça avait été modifié avant même la loi sur le texte de la définition du viol. Oui, mais répète-le quand même, c'est intéressant. Ils ont rajouté une phrase donc à la définition. C'était quand? C'était sur le site servicepublic.fr. Quand? Ça a été modifié alors que la loi n'avait pas changé. Oui, je pense. Moi, je cite ici ce que disait le texte officiel de la République française. La loi est très courte. La loi D'ailleurs, c'est là. C'est ça, exactement. La loi est très courte. Et en 2021, je cite, et sur le site officiel de la République française, le site détaillé de la loi, et c'est à peu près conforme à ce que je lui ai dit. Point. C'est tout. Ouais, et puis, ensuite, le site officiel a été modifié en 2023, je crois. Oui. À la suite, évidemment, de tous les événements. Mais la loi n'avait pas encore été modifiée. Elle n'est pas encore à ce jour, d'ailleurs. Ça, c'est pas une modification de la loi. Non, c'était pas une modification de la loi. C'est pas une modification, c'est une interprétation. Modification de la définition du viol. C'est une interprétation de la définition du viol. Exactement. Peut-être faudrait quand même rappeler ce que dit la loi. Hein. Elle dit, il y a 3 mots dans la loi. Les 3 points I, oui, voilà, c'est un refus clair et explicite.
Ou alors, elle n'a pas émis un refus clair et explicite. Ah, ça, c'était en 2021. Et la contrainte morale. Et troisième point, elle n'était pas en état de donner une réponse claire. Et la phrase qui a été ajoutée, c'est... Mais la phrase qui a été ajoutée, ce n'est pas dans la loi. Non, c'est dans la définition. Définition qu'a voulu donner le site officiel de la République française, qui a changé, qui a été modifié. Il suffit que la victime n'ait pas donné son consentement ou n'ait pas été en état de donner une réponse claire. D'accord, bon, enfin, ça rejoint. Et donc, dans le nouveau projet de loi, il y a deux éléments nouveaux qui seraient rajoutés si c'est adopté. La première, c'est que la femme doit avoir donné, une femme qui est dans l'état normal, doit avoir donné son consentement avant toute chose, alors qu'avant, et l'homme pouvait, entre guillemets, tenter sa chance, comme on dit, et il devait arrêter si la femme disait non. Mais là, la femme doit donner son consentement avant. Ouais. Bon. Premièrement, puis la deuxième chose qui a été rajoutée, c'est que l'homme, dans ce projet de loi, qui a été ajouté dans le projet de loi, c'est que, effectivement, l'homme doit vérifier avec soin si la femme est vraiment ou non en état de réagir. Par exemple, il doit vérifier avec soin si elle est en état de sidération. C'est ce que dit, c'est ce qui est dit dans le nouveau texte. Donc, en d'autres termes, alors ce problème de consentement, est-ce que en particulier explicite ou non, c'est un problème d'ailleurs qui divise encore. D'ailleurs, à l'Assemblée nationale, il n'y a pas eu. Ça a été le premier texte a été adopté avant que ça passe au Sénat et ainsi de suite, mais avec une majorité qui n'était pas non plus extrêmement forte. C'était pas unanimité. Et parmi les hommes politiques et parmi les féministes elles-mêmes, tout le monde n'est pas d'accord. Par exemple, je cite dans mon livre des témoignages de la présidente de MeToo Média et des témoignages d'une femme qui a été coprésidente et qui a écrit, comment elle s'appelle, j'ai oublié son nom, qui était coprésidente de MeToo Média. Hélène Devin, non. Muriel Réus. Hélène Devin. Pour donc certaines féministes, des féministes pures et dures pourtant, elles disent que demander explicitement le consentement, et surtout si l'homme demande explicitement le consentement à la femme, ça introduit une dissymétrie entre l'homme et la femme. Ah oui. Alors que l'homme et la femme doivent être égaux. Ça introduit une dissymétrie puisque l'homme demande, la femme, si on introduit le consentement. Alors ça veut dire que l'homme demandera, est-ce que tu es d'accord, est-ce que je peux ça peut être dans l'autre sens. Ça et ça. Ça peut être l'homme qui consent. Oui, mais enfin bon, en général, c'est plutôt plutôt l'homme qui tente sa chance entre guillemets et la femme qui dit oui ou non. Jusqu'à présent, ça peut changer. Mais pas toujours, mais en général quand même. Donc, qu'est-ce que je disais? Je me souviens plus. Oui, que les femmes ne sont pas d'accord entre elles sur l'évolution de la loi. Alors, on dit l'homme doit demander le consentement, ça introduit une dissymétrie entre l'homme et la femme. Pour ce qu'elles disent, leur point de vue, d'ailleurs, que je suis assez d'accord. Je suis assez d'accord sur le fond, c'est que une relation qui tourne, qui prend la forme d'une relation physique, voire sexuelle, une relation doit avoir lieu au bout d'un certain temps où les deux parties se connaissent bien et arrivent à un état où elles savent tous les deux, sans contexte, qu'elles sont d'accord, toutes les deux, l'homme et la femme. Oui, ça enlève toute spontanéité s'il faut chaque fois un consentement. Effectivement, si effectivement on introduit le consentement dans la loi, ben ça peut empêcher la spontanéité de certaines de belles relations. Et puis, quelle forme de consentement? Parce que ça peut être oral, alors il faut dire, ce sera parole contre parole. Si c'est oral et qu'il n'y a pas de témoin, ça sert pas à grand-chose. Et même si c'est écrit, ça n'a pas nécessairement grande valeur, parce qu'une femme sous sidération, elle signera tout ce qu'on veut. L'homme prépare un texte et elle signera. Donc, donc ce texte de loi de projet de loi qui a été déposé à l'Assemblée il y a 15 jours, à peu près, n'est pas approuvé par tout le monde. Maintenant, à vous de nous dire ce que vous en pensez, si vous voulez. Oui, il y a aussi la question de l'agression sexuelle. Donc voilà, ce que je disais, c'est pas non plus défini explicitement dans la loi actuelle, et ce ne sera pas dans la loi qui va venir. Bon, un homme, il croit, la femme lui fait des sourires,
D'ailleurs, c'était le cas avec tous les cas PPDA. Les femmes, ils faisaient des sourires. Hein. Oui. Elles étaient très fières d'être reçues dans le bureau de PPDA. Et elles faisaient plein de sourires. Hein. Alors, une femme lui fait des sourires. L'homme croit que ça y est, bon, on peut y aller. Il commence à essayer d'embrasser et de caresser la femme. La femme dit non, il arrête. Est-ce qu'on doit considérer qu'il y a déjà eu agression sexuelle? Les féministes purs et durs considèrent que oui. Et d'ailleurs, beaucoup des femmes qui se sont plaintes dans les témoignages contre PPDA, dont j'ai cité, hein, c'est cité dans mon livre. Les témoignages sont cités explicitement. Les témoignages qui ont dit non, et PPDA a arrêté, mais certaines ont porté plainte pour agression sexuelle pour des faits qui sont à peu près ce que j'ai dit. Et PPDA a arrêté quand elle a dit non. Oui. C'est d'ailleurs vrai aussi. Oui, d'ailleurs, la plupart sont prescrits parce que l'agression sexuelle, bon, c'était 3 ans, maintenant c'est 6 ans et c'est prescrit c'est très difficile parce que toutes ces questions de la loi aussi, le plus difficile, c'est concrètement la preuve. Le problème de la preuve. Mais qu'est-ce que c'est qu'est-ce qu'une agression sexuelle? Ouais. À la base, déjà, la définition, ça c'est déjà le Alessandra pourra nous dire. Alessandra qui a raconté quand on s'est connus, moi, elle m'avait rien dit, hein, de ces relations avec PPDA, je connaissais rien. En 2020, quand elle m'a demandé d'être le mécène du prix du temps retrouvé, je ne savais rien. Et je l'ai appris quand elle a fait une interview dans un journal People, en 2021. Oui, c'est ça. C'est vrai que c'était une étape pour moi de pouvoir raconter. Mais est-ce que Alessandra pourra nous dire, est-ce qu'elle considère que ce qui lui est arrivé, de la part de PPDA, a été une agression sexuelle ou non? À elle de nous répondre. Oui, c'est vrai que c'est des questions très difficiles. Je sais pas si moi-même je peux répondre. Je considère pas ça très grave, hein, de toute façon. C'est quand même un délit, l'agression sexuelle. Après, d'un point de vue moral et éthique, je trouve ça pas bien. Il faut toujours distinguer les deux, le côté moral, éthique, et puis le vrai délit, selon la loi, le vrai crime dans le cas du viol. Et là, on entre vraiment dans quelque chose de complexe et de difficile à répondre, même pour une victime, parce que certaines des femmes qui ont témoigné d'ailleurs ont dit que c'était lors de l'audition de leur expérience qu'elles ont pris conscience parce que la personne qui les écoutait leur a dit il s'agit d'un viol, mais elles-mêmes n'en avaient pas conscience. Est-ce que c'était le rôle de cette personne de leur dire? Non. Voilà, on peut se poser la question. Ça, autant il y a une époque où quand une femme se plaignait de problèmes sexuels avec certains hommes, autant elle allait se plaindre. Bon, on l'accueillait avec des blagues, avec des sourires, des blagues. Mais comme on a bien fait la leçon aux policiers, maintenant ils vont dans l'autre extrême. Alors, quand une femme est allée se plaindre, par exemple de viol, elle parlait pas de viol des femmes. Oui. Et c'est le policier lui-même qui lui disait, écoutez, ce qui vous est arrivé est un viol. Après, il peut y avoir un déni de la victime, c'est-à-dire qu'elle peut ne pas se rendre compte de ce qu'elle a vécu ou ne pas mesurer la gravité dans certains cas. Ce qui est vrai, c'est vrai aussi. Mais c'est des questions très difficiles et pour ce qui est des agressions sexuelles, peut-être encore plus parce que ça peut être vraiment très léger. Est-ce qu'il faut aller jusqu'à considérer que quelqu'un qui essaye de vous embrasser, c'est une agression sexuelle? Je suis pas sûre, voilà. Ouais, c'est la question. Ouais. Quelle place peut-on réserver aux hommes dans ce grand récit de libération de la parole? Alors, la place des hommes pour parler de toutes ces questions, je pense que c'est essentiel et c'est pour ça que je trouve ça très courageux personnellement, de la part de Daniel. C'est à moi de répondre. Absolument. Écoutez, moi, en tant je pense qu'évidemment, nous avons toutes, les hommes doivent réfléchir à toutes ces questions et doivent prendre position. Et c'est pas seulement ça concerne directement les hommes, tout ce dont nous parlons. Et donc, évidemment. Et comme je l'ai dit, les hommes doivent s'exprimer. Oui. Moi, c'est ce que j'ai fait de mon côté, dans les 2 livres, dans le dernier. J'ai essayé de dire ce que j'en pensais. Ma conclusion, la loi, est-ce qu'il faut changer la loi ou pas? Et introduire en particulier avec cette proposition qui a été faite, introduire la notion de consentement et reparler aussi de la sidération dans la loi même, dans la loi elle-même, ce qui est proposé. Je crois que j'ai dit, la nouvelle loi dit que l'homme doit aussi chercher à savoir, à voir si la femme est en capacité de répondre, soit à cause et si elle est pas seulement droguée, mais
parce qu'elle serait vulnérable ou parce qu'elle serait en état de sidération. Donc, effectivement, moi je crois que je suis totalement d'accord. L'homme, maintenant, je pense que l'homme doit arriver d'abord à se comporter différemment avec les femmes. C'est ce qui se passait avant et ce qui était accepté ne doit plus l'être. Les comportements doivent changer. Ça, je pense que c'est la priorité. La loi, je vous dis, pour moi, je vous ai dit ce que j'en pensais. Je ne sais pas très bien, mais je pense que la question fondamentale, c'est la question de changement des mentalités. Ce qui, encore une fois, n'est pas simple pour tout le monde. Je pense que c'est très important, effectivement, le regard des hommes dans le débat, c'est essentiel parce que c'est voilà, toutes ces histoires, c'est avec justement cette dualité, le désir masculin, voilà, qui peut prendre certaines formes parfois un peu agressive entre guillemets, donc c'est à la femme aussi de dire, mais c'est aussi à l'homme de prendre part au débat. Et je pense que c'est important aussi ces affaires-là qu'on a évoquées dans le cadre de la contrainte morale. Je pense que cet aspect-là, c'est vrai, était peut-être un peu négligé dans la loi, même s'il est bien mis en évidence sur les sites dans la définition de la loi. Mais il y a cette notion de figure d'autorité, et c'est pas forcément des gens célèbres. Ça peut être aussi des gens qui ont une autorité sur Bien vous sûr. dans le cadre du travail ou qui exercent un pouvoir sur vous, voilà, pour X raisons. Et dans ces contextes-là, je pense que c'est important d'avoir conscience que le consentement peut être vicié. Oui. Être vicié. Oui. Oui, oui. Et donc l'homme doit apprendre à être très attentif, à se rendre compte si vraiment la femme est vraiment consentante. Il faut qu'il fasse beaucoup d'efforts dans ce sens-là, à mon avis. L'attitude des hommes doit changer. Et c'est pas simple, hein, parce que les hommes, les femmes ne comprennent pas toujours. Oui. Mais le désir sexuel, c'est très fort dans l'espèce humaine. Oui, c'est vrai. C'est ce que disent les spécialistes. Le désir sexuel, et depuis l'origine de l'espèce humaine, il y a des dizaines de milliers d'années, dès le départ, et c'est d'ailleurs, ça a été un grand avantage pour les hommes. Parce que c'est comme ça que l'espèce humaine a pu se développer. Et aujourd'hui, c'est un grave inconvénient. Le désir sexuel masculin est un grave inconvénient pour plusieurs raisons. D'abord, on est arrivé à cette explosion de la population mondiale. On est passé, qui est, bon, je sais pas si, enfin, que j'explique ça dans mon livre aussi, on est maintenant, on était au départ à quelques dizaines de milliers d'êtres humains de l'espèce actuelle. On est passé à 1 million vers l'an 2000, et on est passé vers 1 milliard au cours du XXe siècle, et puis on a progressé, et aujourd'hui on est à plus de 8 milliards, et on va vers 10 milliards. Donc c'est une explosion qui cause énormément de tort. Et ça, c'est à cause des désirs sexuels. Alors c'est moins vrai dans les pays occidentaux comme les nôtres, puisque chez nous, si on veut pas d'enfants, on sait faire. On sait faire, et c'est pas interdit. On peut utiliser des moyens pour ne pas avoir d'enfants. Ce qui est le cas d'ailleurs, puisque dans nos pays, la population a tendance à diminuer. Seulement, en Asie et en Afrique, jusqu'à prendre tout le XXe siècle et au début du XXe siècle, la population a augmenté d'une manière énorme. Passé de 1 milliard à presque, on approche de 10 milliards. Donc ça pose tous les problèmes que nous savons, du côté pollution, du côté changement climatique, etc. Et la deuxième raison pour laquelle la force du désir sexuel masculin est un problème aujourd'hui, c'est précisément parce que ça pose des problèmes aux hommes dans leur comportement. Ouais. Et je pense c'est pas facile pour l'homme de se dire, non, une femme lui plaît, de ne pas tenter sa chance assez directement. Oui, c'est un instinct. Ce n'est pas évident. Et je pense que les hommes doivent l'apprendre. Si les hommes ne participent pas au débat, ça risque de se tendre, il risque d'y avoir un malaise dans les relations hommes-femmes de plus en plus, et d'avoir une crainte énorme avec une frustration, enfin tout ça, et c'est pour ça que la place des hommes est très importante dans le débat. Revenons à l'évolution de la loi et de l'opinion. Est-ce que vous pensez que l'écriture peut y contribuer ? Pensez-vous que l'écriture puisse contribuer à l'évolution de la loi et de l'opinion ? L'écriture. Écoutez, moi, j'ai pas grand-chose à répondre là-dessus. Est-ce que ton livre, il peut changer, est-ce qu'il peut avoir un impact? Ton livre et d'autres, bien sûr, sur ces questions. Non, je crois que ce qui a un impact dans l'opinion, ce n'est pas tellement les livres. Ce qui a un impact dans l'opinion,
c'est la télévision. Là, par exemple, sur le cas PPDA, à un moment donné, c'était à la mode, donc on en a beaucoup parlé. On en a beaucoup parlé, mais sans expliquer, dans tout ce qu'on a entendu à la télévision, j'ai rarement entendu une vraie explication des vrais problèmes. Donc, mais ça a un impact. On a beaucoup parlé, ce qui fait que bon, maintenant, la population a tendance à considérer que PPDA, Depardieu ou l'abbé Pierre sont des criminels. Alors que moi, j'utiliserais pas ce mot. Ouais. Peut-être oui, peut-être non. Mais pour moi, il n'est pas évident de les accuser de crime, de viol, par exemple. C'est pas évident. C'est discutable. Et en revanche, je constate, moi, en ayant j'ai écouté beaucoup d'émissions de télévision, et je pense que tout ce qu'on est en train de discuter maintenant n'a pas été bien expliqué. Que ce soit au niveau, qu'est-ce que dit la loi, quels sont les problèmes de la loi, etc. Tout ce qu'on a discuté jusqu'à maintenant. Je pense que ça n'a pas été bien expliqué. Donc, l'écriture peut, elle, prendre le temps d'expliquer. Quand on écrit, comme les livres que nous avons écrits, Alessandra et moi, je pense que ça peut, nous pouvons effectivement, dans l'écriture, mieux expliquer les tenants et aboutissants de tout ce que nous discutons maintenant. Donc je pense que de ce point de vue c'est important, mais je ne suis pas convaincu que ça aura un grand poids dans la pratique. Oui, moi je pense que la presse effectivement a un impact très fort sur les mentalités, les évolutions. Quand je parlais de la télévision, la presse. Il y a aussi la presse. Avec tous ces témoignages qui sont rapportés, effectivement. Mais j'ai rarement trouvé dans la presse ou dans la télévision une analyse. Voilà, c'est ça. C'est là que le livre peut apporter vraiment. Et là, le livre peut apporter quelque chose. Ça peut contribuer au débat parce qu'on peut rentrer beaucoup plus en profondeur et analyser beaucoup plus. Et la presse, elle a un regard rapide, forcément. Dans certains articles de journaux, malgré tout, il y a eu un effort. Oui, c'est vrai. D'explication, mais je pense qu'on peut faire mieux dans des livres. Grâce aux livres. Et puis on prend le temps d'expliquer les choses dans des livres. Et là où les livres peuvent aussi avoir un impact, c'est au-delà de l'analyse et de l'analyse de tout ça, c'est aussi les histoires des femmes, mais racontées avec beaucoup plus de détails. Exact. Parce que souvent on a un récit très survolé, alors que en fait toutes ces histoires, elles sont extrêmement subtiles, avec un jeu très subtil qui se joue entre deux personnages en huis clos. Et c'est important d'avoir les versions, y compris celles des hommes, enfin, de pouvoir voir comment ça s'est passé en vrai et pouvoir saisir les nuances. Et ça, on peut les avoir ces nuances que quand on a le récit complet, détaillé des faits. Et c'est un peu ce qui est censé faire la police, hein. C'est une enquête. Il faut avoir tous les détails, savoir exactement qu'est-ce qui s'est passé avant, qu'est-ce qui s'est passé après. Enfin, c'est ça qui est souvent laissé de côté par les articles. Et j'ajouterais que il y a un problème avec la justice. La justice fait son travail très bien, et je ne veux pas accuser la justice, mais en même temps, moi j'ai souvent remarqué que la justice est sensible à l'air du temps. À l'air du temps, à une époque, tout ces phénomènes, où tout ce qui se passait là dont on a parlé était secondaire, à l'époque c'était accepté, c'était plus ou moins toléré. Oui. La justice suivait. Là, d'un seul coup, allez, hop, on passe d'un extrême à l'autre, et la justice est assez quand même sensible à l'air du temps. Alors, on va voir ce que ça donne, on va voir dans quelle mesure il y aura ou non des condamnations. Jusqu'à présent, il n'y a pas eu de condamnation confirmée, hein, dans aucun État dont nous parlons. Si, il y a eu Stéphane Plaza, mais c'était très particulier. Ah oui, c'était une affaire de violence sur compagne, sur sa compagne. Voilà, c'est très particulier. Et ça a eu quand d'ailleurs cette affaire? C'était récent, je crois, au mois de février. Février. Il a été condamné, je pense, à 12 mois avec sursis. Mais d'après les détails de l'affaire de Stéphane Plaza, d'après le détail, je ne sais pas s'il devait ou non être condamné, hein, parce que les points de, je sais pas. En tout cas, dans ce cas-là, effectivement, la justice a tranché en première instance, mais il y a un appel. Elle a tranché au sens avec une condamnation. Je pense que c'est en partie à cause de l'air du temps. C'est vrai que ces affaires-là sont très rapidement prises en charge. En tout cas, dans le cadre de l'affaire Plaza, c'est allé assez vite. Et c'est une priorité apparemment des parquets en ce moment. Ben oui, ils veulent répondre comme il y a eu tous ces désastres qui ont été dans l'opinion. Enfin, l'opinion a été devenue très sensible à ces problèmes. Et donc la justice
essaye de faire ce qu'elle peut, Tout à fait. mais elle doit rester, à mon avis, elle doit rester la justice. Et quand elle va juger aujourd'hui des affaires Depardieu, PPDA ou Abbé Pierre, quand elle va en juger, eh bien, pour juger, elle doit prendre en compte ce qu'était la justice à l'époque où les faits ont été commis, et non pas sur ce qu'on en pense aujourd'hui ou ce qu'elle va devenir éventuellement à l'avenir. Et puis après, tu as les affaires comme ça de personnes connues en vue, mais on ne sait pas la justice de quelle façon elle traite les affaires lambda, enfin les affaires ordinaires en cas de violence. Parce que on n'a que la vision de ces affaires très médiatiques. Est-ce qu'il y a aussi une évolution du point de vue de ces autres affaires? Du point de vue de la justice, il y a un grand problème, c'est que il y a des affaires sexuelles, il y en a beaucoup en France. Je connais plus les chiffres, je ne me souviens plus des chiffres exacts, mais il y a beaucoup d'affaires et très peu aboutissent à des condamnations. Très peu. Très peu. Probablement, il doit y en avoir plus. Tu m'avais dit d'ailleurs 90% qui sont classés sans suite. Exactement. De plaintes classées sans suite. Ce qui est énorme. Parce que ils sont classés sans suite, parce que il est vrai qu'il est difficile, en l'absence de témoins, de savoir exactement ce qui s'est passé. C'est vraiment des affaires difficiles à juger. Alors, d'ailleurs, les personnes qui sont en faveur de la modification de la loi, dont j'ai parlé il y a un moment, considèrent que c'est important pour qu'il y ait plus de cas, jugés. Oui, c'est vrai. C'est vrai on entend toujours parler du classement sans suite de ces affaires-là. Et c'est très douloureux et puis ça peut être très douloureux aussi des personnes accusées injustement. C'est le problème de ces affaires qui reposent souvent parole contre parole. Donc, comment savoir, et là, dans ces cas PPDA, par exemple, dans ce cas PPDA, il y a énormément de femmes qui ont témoigné, si bien que ça renforce les témoignages des unes et des autres. Mais dans des affaires où il y a une seule femme qui témoigne contre un homme, comment savoir qui dit vrai, c'est très compliqué.